Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast La richesse et la santé avec Yana. Je suis Yana Kosowski, courtier immobilier passionné et dédié à vous guider si vous êtes propriétaire déjà ou vous êtes futur acquéreur. Je suis là pour vous donner les meilleurs conseils, guider aux meilleures décisions pour votre patrimoine immobilier. Alors, mon objectif, c'est vraiment de vous fournir les conseils précieux, la plus pertinents et aussi de vous connecter avec les professionnels les plus compétents du domaine. Donc, aujourd'hui, notre sujet, nous abordons un sujet crucial pour toutes les résidents du Québec. On parle comment prendre soin de notre maison pendant l'hiver. Comme on sait, tout le monde, l'hiver à Québec, c'est le temps quand même, ça prend quand même un long temps, c'est rigoureux, donc il faut être préparé pour ça. C'est pourquoi on a décidé de faire cet épisode aujourd'hui. Et comme je dis, si on se prépare adéquatement pour cette période, on peut éviter plusieurs problèmes en avance. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous Pascal Gorin Bonjour. des Bricolômes, qui j'ai connu par son expertise et son professionnalisme dans le domaine des rénovations, dans ses connaissances. Alors aujourd'hui, Pascal est là pour partager avec nous ses conseils experts sur les meilleures pratiques pour garder notre foyer chaud et sécurisé pendant l'hiver. Alors, sans plus tarder, je vous présente Pascal Gorin, notre invité pour aujourd'hui. Bonjour Pascal. Enchanté, bonjour Yana, ça me fait très plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Et puis écoute, ça me fait plaisir de répondre à toutes tes questions et puis de partager un petit peu d'expérience auprès de tes auditeurs. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée, qui, Pascal, comment tu es arrivé à ce domaine, un petit peu de toi? Écoute, moi j'ai commencé très jeune, j'avais déjà 15-16 ans que j'allais sur les chantiers de mon père, puisqu'on est issu d'une famille de bâtiments dans mon milieu. Et puis j'ai vraiment commencé à être dans la couverture, j'avais 17-18 ans les premiers chantiers. Je travaillais au bâtiment de France, comme tu peux le voir, je suis français. Ça fait 20 ans que je suis au Québec, mais j'ai une expertise d'abord dans les bâtiments de France, les châteaux, les églises, les choses comme ça, en charpente et couverture, donc ardoise, cuivre, etc. Et puis en France, j'ai rencontré un architecte avec qui on a décidé de créer une première entreprise de rénovation générale. Donc aujourd'hui, ça me donne un peu plus de 25-30 ans D'expérience. d'expérience dans la rénovation d'habitation résidentielle, puisqu'on a commencé, on a fait des agrandissements, des rénovations de salles de bain, de cuisine. Donc, agrandissement, ça veut dire on coupe le toit complètement, on l'enlève, on fait un étage, on fait un toit au-dessus, ou alors on fait un L sur la maison, on fait une terrasse, on fait une véranda. Enfin bref, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a la capacité de construire une maison de A à Z, mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de rénover. Et rénover, c'est pas construire. OK, super. Alors, le froid est un problème pour une habitation. Ça, on sait. Alors, C'est un dilemme. oui, c'est un dilemme. Quelles sont les étapes essentielles pour préparer la maison pour affronter l'hiver? Écoute, la première chose à faire avant même l'hiver, c'est déjà de se préparer à l'hiver. Si on s'y prépare pas, on peut s'attendre à avoir des mauvaises surprises. On sait que les premières choses à regarder, c'est sa qualité d'isolation. Donc, quand on arrive à la fin de l'automne, on est encore dans les pluies, c'est la bonne façon de voir que les gouttières évacuent bien l'eau, qu'il n'y ait plus de feuilles dans les gouttières, qu'elles sont bien vides, bien prêtes pour l'hiver. On commence par ça. On surveille sa toiture parce que faut toujours commencer du haut vers le bas, dans le sens de l'eau. L'eau, elle tombe du haut vers le bas. Donc, l'eau s'écoule. Si on suit l'écoulement des eaux, on a moins de soucis sur l'entretien de sa maison. Donc, on regarde sa toiture, on vérifie qu'il n'y ait pas d'infiltration potentielle, si on a des bardeaux, des choses comme ça, on regarde s'il en manque pas, s'il y a des joints autour des fenêtres. Il faut bien vérifier tout ce qui est silicone autour des fenêtres, l'étanchéité des ouvertures, fenêtres, portes. L'isolation, quand on parle d'isolation, il n'y a pas que les fenêtres. Un mur,
qui est mal isolé, une toiture mal isolée, donc un grenier où il n'y a pas assez de laine de verre, enfin la laine de verre, aujourd'hui on parle d'autre chose, mais de laine minérale, on va dire, parce qu'on préfère la laine de roche, la ouate de cellulose ou autre chose, malgré qu'en Europe on utilise maintenant du chanvre, qui est encore plus performant. On revient au monde de la paille, c'est marrant, mais c'est très efficace. Et dans les murs, bah, c'est pareil. Comment voir ces murs? On peut le toucher, il est froid. On regarde à l'extérieur si les déclins métalliques, les déclins de PVC ne sont pas abîmés. Il y a tout ça à vérifier. On finit OK. généralement en faisant le tour de sa maison sur le solage, voir s'il n'y a pas de fissures apparentes, etc. Une bonne préparation de l'hiver, je te dirais, va permettre d'éviter beaucoup de dégâts. Ça, on est certaine. Maintenant, quelle est la meilleure manière de protéger les tuyaux contre le gel pour éviter les ruptures et les fuites d'eau? La première chose à faire, je te dirais, c'est de s'assurer de voir si on a des tuyaux qui touchent les murs extérieurs. Parce que dans beaucoup de maisons qui ont été construites déjà jusque dans les années 80, on n'hésitait pas à avoir une robinetterie ou de la tuyauterie qui passe dans le tuyau qui donne sur l'extérieur. Donc les tuyaux qui donnent sur l'extérieur, ceux-là, déjà, généralement, il faut s'assurer qu'ils soient bien isolés ou qu'il y ait une bonne isolation autour d'eux parce que c'est sûr que le choc thermique avec -20 dehors et les rapports éoliens qui peuvent monter à bien plus haut que ça, comme tu sais, jusqu'à -30, -35, -40 dans certains cas. Et puis alors qu'on chauffe la maison à 20 degrés, tu crées un choc thermique de presque 40 degrés centigrades dans ta cloison. C'est énorme. C'est sûr que bah, là, des tuyaux peuvent geler. Alors, si on a accès à cette tuyauterie, c'est parfait. Quand on n'a pas accès à cette tuyauterie, bah, c'est déjà un peu plus délicat. Il faut s'assurer de bien chauffer ses pièces. Même les sous-sols, on dit oh, j'y vais pas en sous-sol, je chauffe à 12 degrés. Non, c'est pas un garage. Un sous-sol de maison, il faut que tu le chauffes minimum en hiver à 17, 18. Tu peux pas le chauffer moins que ça. Parce qu'en réalité, quand tu chauffes une pièce en hiver à 18 degrés, tu ressens pas 18 degrés. La chaleur se dissipe. Il faut bien faire la différence entre la chaleur ressentie et la chaleur, je dirais, produite. Donc, si tu veux, la chaleur que tu ressens et la chaleur que tu produis n'est pas la même. Ton thermostat, il y a 20 degrés en hiver, tu es en pull chez toi, mais quand il y a 20 degrés en été, tu es en t-shirt et tu as trop chaud. Pourtant, il y a toujours 20 degrés sur le thermostat. Alors, c'est là que la différence se crée. L'air ambiant n'est pas le même à cause de la réverbération du froid ou du chaud de l'extérieur. Ta concentration de température à l'intérieur n'est pas la même. Donc, pour éviter d'avoir des tuyaux qui gèlent, c'est le pire des cas qui peut arriver en hiver, un tuyau qui casse. Ça crée une inondation majeure. Et les dégâts, et au niveau des assurances, les assurances, on vous en parlait beaucoup, faut s'assurer que la tuyauterie soit hors gel. OK, OK. Et comment on peut vraiment améliorer l'isolation de notre maison sans entreprise des gros travaux? Bah, déjà, Bon. rien que s'assurer d'avoir des joints de qualité à l'extérieur. Le silicone pour les joints de fenêtre, c'est pas euh, hyper dispendieux, mais il faut s'assurer que ce soit bien fait. On ferait mieux d'appeler un professionnel. C'est pas quelqu'un qui va prendre très cher pour faire ça, mais pour renforcer déjà l'étanchéité des ouvertures. Après, c'est sûr que bah, ne pas rentrer dans des gros travaux d'isolation quand on a une isolation de mauvaise qualité, ouvrir sa trappe de grenier, s'apercevoir qu'on n'a que ça d'isolant dans le grenier, bah, là, il faut faire une isolation complète, ce qu'on appelle un coefficient R40, R45, R50. Aujourd'hui, c'est la norme. En tant que courtier, tu le vois avec les inspecteurs en bâtiment, c'est la première chose qu'ils te disent. Ils te disent il faut une bonne isolation dans le toit, dans le grenier. C'est la priorité. 25%, 30% de ta chaleur monte. La chaleur monte, c'est plus léger que l'air froid. Donc, comme la chaleur monte, ça passe par le toit. C'est la priorité de la priorité, c'est d'avoir avoir une bonne isolation au-dessus de sa tête. Est-ce que Donc, tu as des astuces peu coûteuses pour réduire notre facture de chauffage? commençons par déjà entretenir comme il faut son mode de chauffage, c'est-à-dire si tu as une cheminée, faire le ramonage pour qu'elle fonctionne bien. Un ramonage fait généralement pendant 2 ans, tu es tranquille. Si tu entretiens bien tes appareils de chauffage électrique, tu les dépoussières bien, tu les nettoies bien, tu n'auras pas à les changer. Tu peux garder un chauffage à 18 degrés sans avoir froid chez toi et puis être confortable. Des petites astuces que tu peux. Tu sais, des fois, ils se vendaient un petit film plastique qu'on mettait sur les fenêtres. Ça peut couper du froid un petit peu, ça fonctionne. C'est toujours des petits plus. Maintenant, avant d'ouvrir une fenêtre,
sachant qu'on veut renouveler l'air de la maison. Moi, j'ai un échangeur d'air à la maison, je l'éteins l'hiver et je vais ouvrir mes fenêtres 10 minutes le matin. Je vais avoir renouvelé l'air de la maison au complet sans faire tourner l'échangeur d'air à 100% qui m'apporte du froid dans l'hiver, tu vois. Il y a des petites choses comme ça, des petites astuces comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'astuces qui font que tu n'as pas besoin d'investissement pour avoir une maison. Une fois que ta maison est bien isolée, tu as fait les investissements nécessaires, tu chauffes quasiment à la bougie. Je veux dire, c'est une maison bien isolée, c'est très efficace. Ah ouais. Mais quels sont les signes qui indiquent que notre système de chauffage a besoin d'une maintenance ou peut-être remplacement? Déjà, la maintenance, elle est obligatoire à vérifier chaque année. Tu prends un exemple, on a un partenaire que tu connais bien qui s'appelle Jacques Beaulieu, qui explique chaque année qu'il faut que les conduits de ventilation soient nettoyés, que les conduites sécheuses soient nettoyées. Toutes ces poussières qui sont ambiantes dans tout ce qui donne la bonne qualité de l'air dans une maison, s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement, t'amènent du froid, t'amènent des poussières à respirer et t'amènent des choses qui sont pas de bonne qualité. Dans une pièce classique, quelles que soient les pièces de ta maison, le mode de chauffage, c'est une question d'entretien. Il y a pas de secret. Quand on entretient, regarde, on passe sa vie à entretenir comme il faut sa voiture. On est en alerte dès qu'il faut changer un pneu, dès qu'il faut faire une vidange, etc. Pourquoi on ne fait pas ça sur sa maison? Pourquoi on n'est pas aussi vigilant sur sa maison pour son automobile? Moi, c'est des questions que je me pose tout le temps. Ouais, non, non. C'est la vérité. Maintenant, une autre question, mais si on parle de maisons centenaires, on parle des Ouais. anciennes maisons, mais est-ce que le traitement de cette maison va être différent ou on fait Un la petit peu. même chose? Il y a un petit peu de différence avec les maisons centenaires parce que comme les maisons centenaires au niveau des murs, par exemple, sont très très mal isolées, elles coûtent plus cher en chauffage. Ça, on ne peut pas aller contre ce procédé-là. Refaire la totalité des murs intérieurs, c'est un prix exorbitant. Donc, il vaut mieux payer un petit peu plus en chauffage. Et il est très conseillé d'utiliser des modes de chauffage divers, c'est-à-dire pas qu'un mode de chauffage électrique, parce que là, on va y laisser sa chemise et son carnet de chèques. Mais la cheminée, le bois, c'est une chaleur qui est diffuse. Il y a des bûches maintenant écologiques. On est dans des produits verts et on a une chaleur diffuse et on fait des économies d'énergie. Mais par contre, on chauffe mieux, on chauffe d'une façon plus sèche l'air ambiant. Donc pour les maisons centenaires, c'est très efficace. C'est pour ça qu'il y a autant de cheminées par pièce, Ouais. et essentiellement dû à ça. Elles sont faites pour ça, ces maisons-là, de toute façon. Elles sont faites pour ce mode de chauffage. Il faut proscrire les modes de chauffage à base de mazout, d'huile, ça, non, non, ça c'est terminé. Il faut éviter ça. C'est des nids à incendie, des nids à problème. Après, bah, les petits chauffages d'appoint qui sont des radiants un peu plus écologiques, avec ce qu'on appelle à base de pierre qui chauffe, sont très efficaces aussi. Tout ce qui est chauffage radiant, c'est déjà OK. très performant. Un plancher chauffant peut être intéressant dans des pièces comme les salles de bain, les cuisines, qui sont des pièces d'eau. On peut, si on refait une salle de bain, on refait une cuisine dans une maison un peu ancestrale, le plancher chauffant peut être intéressant parce que c'est une basse température et ça donne une convivialité et une chaleur ambiante dans la pièce. Donc c'est quand même très très bien. Pour les maisons ancestrales, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est pas que les murs, c'est les ouvertures. Souvent, on a des fenêtres en bois, on a des belles moulures qu'on ne veut pas enlever. Alors, la difficulté, c'est de rajouter des joints là-dessus. C'est compliqué. Mais l'entretien, comme d'habitude, la qualité de l'entretien. Ouais. Des fois, On c'est les est règles qu'on ne peut pas rien sa maison. changer. Oui, je Comment t'entends pas. je disais, si on a là une belle qualité d'entretien de sa maison, surtout les maisons ancestrales, ça va très très bien. OK, OK. Maintenant, une autre question. Par exemple, aujourd'hui, on a eu une verglas. Un autre jour, on a une tempête. Est-ce que c'est quoi l'importance des déneigements autour de notre maison et quelles sont les meilleures pratiques? Bah, déneiger le tour de sa maison, ça devient très important, surtout dans les coins de l'habitation extérieure, là où on a les descentes de gouttières, etc. On ne veut pas d'accumulation d'eau sur le solage qui risquerait de faire fendre notre solage. La terre est meuble, elle travaille énormément, surtout en période de gel et de dégel.
Il y a quelqu'un qui s'était amusé à filmer une maison au Québec pendant à peu près 18 mois et il avait remis en accéléré, c'était sur YouTube à l'époque, il avait remis en accéléré la maison. Écoute, on aurait cru un bateau qui était sur l'eau et qui Wow. bougeait. Et pourtant, on sait qu'une maison se dilate de coin à coin de la maison aux alentours de 7 pouces sur une année. C'est énorme. Alors, pour éviter tout ça, les accumulations de neige extérieure, les accumulations de glace, les enlever du solage au niveau des coins, surtout au niveau des descentes de gouttières, avoir des prolongateurs de gouttières pour pas que l'eau aille à cet endroit-là. Ça évite les fissures ou micro-fissures, les solages qui cassent à cause du gel. Bien déneiger, je te dirais, ces bordures-là, essentiellement. Si la glace est vraiment prise dans les gouttières, etc., on peut essayer d'en défaire un peu pour qu'il y ait un écoulement qui se fasse mieux, mais il ne faut pas non plus forcer la dose, il ne faut pas s'improviser technicien d'un jour, comme je dis toujours. Il y a des professionnels qui sont spécialisés, qui ont des outils qu'on n'a pas forcément chez soi, et puis des fois, on risque de faire plus de dégâts que de bonnes choses en voulant absolument le faire soi-même. Attention, assurez-vous d'être capable de le faire. OK, super. Et une autre question qui, moi, je trouve très, très importante parce que moi, j'ai subi et j'ai plusieurs clients qui ont eu la même problématique. Si on subit une inondation, infiltration d'eau pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut comme corriger le problème? On peut faire les réparations ou il faut attendre au printemps? Il y en a, tu as absolument raison, on peut toujours faire les réparations. Toujours. Il n'y a pas d'autre mot. Quelqu'un qui dit non, on ne peut pas, c'est l'hiver, c'est pas vrai. Il y a des procédés, il y a des méthodes. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes. C'est sûr que les réparations qui sont faites pendant l'hiver sont à 90%, voire 99% des réparations provisoires qui permettent de passer l'hiver. On va refermer une fissure pendant l'hiver, le temps que l'hiver passe, qu'on puisse vraiment retravailler, creuser, aller jusqu'au drain à la belle saison. Mais on peut stopper l'hémorragie très vite. Chez nous, chez Gestion Bricolome, quand quelqu'un nous appelle dans ces cas-là, on essaie d'intervenir dans les 4 heures. C'est pas toujours simple, mais on est conscient du problème. On a même intervenu 2 fois encore pendant les fêtes, entre Noël et Jour de l'An. On a une permanence s'il faut, et puis regarde, ça fait partie des choses infernales. Il faut toujours appeler son assureur en premier, Ouais. toujours appeler son contracteur en premier aussi, parce que ça va être le cheval de bataille. Un bon professionnel est capable de vous aider dans vos démarches et est capable de vous appuyer dans vos démarches en cas d'inondation, de bien vous conseiller et puis de vous guider un petit peu. L'assureur, il est là aussi pour répondre à vos besoins. Il y a de très bons professionnels sur le marché qui sont là pour répondre à leurs clients. Et puis, malheureusement, il faut prendre un peu son mal en patience. Et puis, ça va se faire. Ouais. Il faut aussi comprendre que même si on utilise l'assurance, on a le droit d'avoir la soumission avec une autre compagnie, pas Absolument. juste la compagnie qui l'assurance nous donne, parce que, par exemple, les services de Pascal sont différents. C'est malheureux, mais c'est le cas qui, moi, j'ai vécu, qui c'est différent. La qualité de service qu'on va avoir dans le cas des assurances, pas tout le temps, mais il faut toujours vérifier de prendre quelques soumissions et pas juste être fermé sur la soumission qui l'assurance nous donne. Comme on dit, de toute façon, Yana, on l'a vécu ensemble, comme tu dis, l'assureur, lui, c'est toujours son intérêt de te donner un soumissionnaire avec qui il travaille parce qu'il fait ses prix. Donc ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, euh, on n'est pas dupe, chacun a le droit de magasiner ce qu'il veut, on est libre, on est dans un pays libre. Le fait d'avoir son propre contracteur qui vous guide, vous aide et puis qui sait comment parler à votre assureur, ça aide beaucoup. Et puis ça permet d'avoir des soumissions, on va dire, plus précises, plus claires et qui sont vraiment complètes. Ouais. En plus, des fois, c'est même, ça vaut la peine de payer un petit extra Ouais, pour avoir la qualité de travail peut-être supérieure parce qu'on ne fait pas ça chaque jour. Alors, si on fait bah, comme il faut, ça va durer beaucoup plus longtemps. il faut savoir que les prix des contracteurs, comme tout le monde, ont augmenté. Les prix des assurances n'ont pas vraiment suivi. Donc, il y a toujours une petite différence entre le prix d'un contracteur de qualité et le prix d'un assureur. Et ça, c'est normal parce que
On vient de sortir d'une période de Covid, de tout ça, où les prix ont explosé et flambé partout. Donc, c'est sûr qu'il y a les conséquences qui vont avec. Oui, et si on touche cette problématique-là, je veux juste, pour celles qui nous écoutent, Pascal nous a dit qu'il est pris, on voit ça dans les supermarchés aussi. Je ne parle pas juste les prix des matériaux, mais par contre, tu m'avais dit qu'il est pris pour les matériaux, si je parle de céramique, les cuisines, à partir de maintenant, ça commence à augmenter et ça va augmenter Ça a encore déjà augmenté. plus. Ça a déjà augmenté. On a déjà des céramiques qui sont un peu plus épaisses, des céramiques un peu plus de luxe, ont déjà pris du 12-13% depuis par rapport au 4 décembre 2023. Les salles de bain, on voit qu'il y a des compagnies comme Bain Dépôt, pour pas les citer, comme ça, qui ont déjà augmenté leur prix parce que la conséquence de ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a beaucoup de matériaux qui arrivent de loin ou d'Europe et qui sont dus à ces problèmes de livraison. On voit avec les bateaux qui sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour aller livrer. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent actuellement et c'est sûr que les prix flambent. On n'est pas quand même rendu comme on a vécu pendant le Covid où un 2 par 4 qui était à 3,25 $ est passé à 12 piastres et 50, soi-disant qu'il est revenu à un prix normal. Écoutez, on le payait 3,55 $ en 2019, on le paye 4,80 € aujourd'hui, donc il n'est pas revenu à la normale. Il y a quand même 30% de différence. Oui, c'est ça. Maintenant, je voulais aviser toutes les gens qui nous écoutent que le prochain épisode qu'on fait avec Pascal, ça va être sur le sujet comment on prépare notre maison pour printemps. Comme pour chaque saison, on a les préparations à faire. Et ici, on part déjà, on est pendant l'hiver, mais c'est toujours les préparations, il faut les faire avant qu'on commence la saison. C'est pourquoi le prochain épisode qui va être vraiment focusé sur la préparation pour le printemps. Et maintenant, Pascal, pour les gens qui peut-être subissent un problème, peut-être ça peut arriver. Comment, peut-être ils veulent faire les rénovations dans leur maison. On ne part pas l'hiver, mais peut-être en printemps, l'été. Donc, c'est toujours mieux de se préparer pour ça, peut-être de parler avec toi, peut-être commander quelques matériaux en avance pour Tout à éviter fait. l'augmentation des prix. Comment il peut te contacter? Bah, la première chose à faire, effectivement, c'est de bien mettre son projet sur la table, de savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Si on se fait un petit croquis, c'est encore mieux. Comme ça, quand on appelle son contracteur, on peut vraiment en débattre tout de suite. Généralement, nous, on fonctionne comme ça, on rencontre les gens. La première fois, on écoute ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie. On revient une deuxième fois avec une proposition commerciale et on revient une troisième fois faire un choix des matériaux, les guider dans tout ça. Dans tous ces cas de figure, ça nous permet de choisir en amont les matériaux et le jour où on commence le chantier ou les travaux de rénovation, bah, tous les matériaux sont là. Et on n'a pas de mauvaise surprise avec des hausses, des machins, des choses comme ça. En ce moment, plus on s'y prend vite, mieux c'est. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner d'ici fin mars sur certaines choses, notamment on parle de cuisine, salle de bain. Et là où on a des drôles de surprises qui arrivent, c'est sur les produits de type bois pour les patios, les composites pour les patios extérieurs, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de modifications qui s'en viennent. Alors, nous, on part aux États-Unis exprès pour se former encore plus avec nos techniciens chez TimberTech, qui est une compagnie qui fait des planches composites et des patios composites magnifiques qui vont être l'un des premiers diffuseurs au Québec. Donc, on va pouvoir vous amener plein d'informations. Et puis, dans le prochain podcast qu'on fera ensemble, Yana, je te parlerai un petit peu des ouvertures de piscine, parce que ça, on oublie toujours les paysagements extérieurs, l'ouverture de piscine. Après l'hiver, c'est des fois un peu compliqué et souvent les gens arrivent en disant oui, mon eau est verte, je suis pas capable. Je vous en parlerai. J'ai travaillé dans ce monde-là un petit peu, je connais bien la chose. Si vous voulez nous contacter, bah écoutez, hein, le plus simple c'est ça. Hein. Oui, oui, Voilà, on vous avez voit toutes les tes coordonnées, coordonnées. notre téléphone, tout. Ça nous fera plaisir de venir vous rencontrer, de réaliser votre projet avec vous et de vous accompagner. Excellent. Donc, moi, dans les commentaires pour ce épisode, je vais mettre les coordonnées de Pascal. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les appeler. Il va sûrement vous répondre immédiatement. Et maintenant, Réponse à Pascal, vite. quel type de travaux tu fais comme plus quel Nous, on s'est professionnel? spécialisé vraiment en cuisine, salle de bain, patio extérieur, c'est notre cheval de bataille.
on peut vraiment faire le tour de l'habitation avec les gens pour leur renseigner, leur donner des informations. Mais on fait beaucoup même de sous-sols aménagés, de choses comme ça. C'est nos spécialités actuelles. OK. Et aujourd'hui, on est équipé pour ça, on a les hommes pour ça, on a les équipes pour ça, et on travaille en partenariat avec beaucoup d'entreprises spécialisées là-dedans. On arrive avec des matériaux de meilleure qualité que ce que vous allez trouver dans le magasin classique, hein, pour un prix à peu près équivalent. Excellent. Maintenant, dans quel secteur vous travaillez-vous? C'est important parce On que est sur des peut-être on a. sites, Oui. c'est Montérégie essentiellement, on va de Passerelle-Trécy, mais contre-cœur, jusqu'à Candiac, Sainte-Catherine dans la largeur. On fait du Montréal Sud. On va jusqu'à peu près Saint-Hyacinthe dans la hauteur, un peu la limite Saint-Jean de l'autre bord, je te dirais. C'est pas mal cette région-là, la Montérégie essentiellement. Notre siège social est à Boucherville, donc actuellement. Donc voilà. Et puis ça va faire quasiment, on va fêter notre 10e année en 2025 d'ouverture de la compagnie. Ça va, ça va bien. Bravo. Bravo. Et alors, merci beaucoup, Pascal, pour tous ces conseils précieux. Je suis certaine que les gens vont, nos écouteurs vont trouver la valeur dans tous ces conseils. Comme j'ai dit, euh, très bientôt, on va préparer un autre épisode qui va être focusé comment préparer votre maison pour printemps. Et comme je toujours dis, mon but, c'est vraiment de vous guider, de vous donner les meilleurs conseils, d'apporter les meilleurs professionnels ici sur le podcast. Ici, par exemple, par après, vous avez des questions à Pascal, vous pouvez toujours ou appeler à lui, comme c'est marqué, ça va être marqué dans les commentaires. Vous pouvez appeler à moi et je vais vérifier avec Pascal et on va peut-être dans le prochain épisode, on va ajouter les réponses à vos questions. Ça me fera plaisir de vous aider dans tous vos problèmes ou peut-être, mais pas le problème, amélioration dans votre maison. Ça devrait être pas toujours dans le sens négatif, On a mis sur mais notre site internet beaucoup d'informations et de petites questions qui peuvent répondre aux clients. Si vous voulez consulter notre site internet bricolhome.ca, bricolhome.ca, il y a beaucoup d'infos pour enseigner les gens. Il y a beaucoup de réponses aux questions. On a mis une petite foire aux questions pour les petites choses anodines de la vie de tous les jours. On a une dizaine de réponses potentielles en permanence. Et puis, si on nous appelle, on répond assez vite. oui, ça aussi. Mais merci beaucoup Merci. Pascal pour ton temps et merci beaucoup pour tout le monde qui écoute à ce podcast. Comme je dis, c'est très important avoir plus de monde. On veut aider au plus de monde possible. Donc, vos questions, c'est très important pour nous. Donc, si vous avez les questions, ou peut-être les autres sujets que vous vouliez que j'aborde dans mes épisodes, s'il vous plaît, envoyez-moi en privé ou par les messages. Ça me fait plaisir de vous aider. Et abonnez-vous à mon chaîne YouTube. Comme je dis toujours, j'apporte les sujets intéressants et j'ai aussi une playlist pour les entraînements que vous pouvez faire à la maison. Donc, c'est une petite ajout que je pense que Excellent. c'est important, oui, à bouger à la maison. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller au gym, vous avez tous pour faire ça à la maison. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci Pascal. Merci Yana, au plaisir, à bientôt. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.